Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode, nous allons à La Réunion à la rencontre de Catherine Claes. Très impliquée dans le paysage économique de l'île, Catherine est aussi la fondatrice de Zoal, une marque de décoration qui se définit comme design et solidaire. Dans cette interview, on marie les opposés. On parle d'artisanat et d'e-commerce, de tradition et d'innovation. Catherine nous fait entrer dans les coulisses de son business et nous parle, sans langue de bois, de la particularité et des difficultés de lancer un site e-commerce à La Réunion. Allez, on s'installe dans son rocking chair traditionnel et on accueille Catherine. Catherine, comment vas-tu? Écoutez, je vais très bien et je suis ravie que vous m'ayez invitée dans ce podcast. Je vous remercie. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et je suis toujours avec mon acolyte de toujours, Franck. Franck, est-ce que tu es là et comment vas-tu également? Franck est là, Franck va bien. Je me sens en pleine forme et très heureux de pouvoir continuer sur cette saison 2 avec une invitée qui aura beaucoup de belles choses à nous raconter sur des thématiques un peu nouvelles qui n'ont pas encore été abordées dans le podcast. Donc, ça s'annonce croustillant. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête pour ton portrait créole? Oui, je suis prête pour le portrait créole. Allez, c'est parti. Première question. Catherine, si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi? Alors, si j'étais un plat, je serais un canard à la vanille. Alors moi, c'était un plat que je ne connaissais pas parce que, spoiler, je ne suis pas créole à la base. Et en fait, j'adore ce plat parce qu'il est sucré-salé. Il est à la fois, il y a l'intensité du canard et il y a la douceur de la vanille. Et c'est un peu à mon image, en fait. Voilà. Ok. Si tu étais un lieu, tu serais lequel et pourquoi? Elle n'est pas facile, cette question, parce que des lieux juste magnifiques à couper le souffle sur l'île, il y en a plein. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Et alors, j'ai été sur Trou de Fer. Et en fin de compte, la semaine dernière, je suis allée à Roche-Vert-Bouteille. Et j'adore cette balade avec les points de vue sur les Trois Salazes, le Mont Bénard, enfin, Roche-Écrite. Donc, je pense que ce serait cette fameuse balade Roche-Vert-Bouteille que je trouve juste incroyable. Donc, tu prendrais comme lieu toute la balade et pas seulement le point de vue à l'arrivée, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as des points de vue tout le long de cette balade. Tu as les crêtes, là, tu as flanc de falaise. Et il y a un petit côté aventurier. Tu as des petites échelles, tout ça. On a fait ça en famille. Et je trouve ça juste dingue. Mais des lieux comme ça, il y en a plein sur l'île, en fait. J'aurais pu vous en citer d'autres, mais il faut être rapide. Et tu m'as dit un. Alors, j'en ai choisi un. C'est bien d'avoir respecté l'exercice. On a souvent des entrepreneurs qui trichent un peu, entre guillemets, et qui nous disent soit 2 ou 3 lieux, ou alors qui font un dézoom, genre mon lieu préféré, c'est La Réunion ou la Martinique. Enfin bref, ok. Ce que je trouve intéressant là, c'est que tu retiens pas seulement un lieu précis, mais vraiment un parcours. Donc, je pense ça en dit peut-être déjà beaucoup sur ta manière d'aborder l'entrepreneuriat en tant que process. Troisième et dernière question pour le portrait créole. On t'a demandé de choisir 2 musiques, histoire de voir qu'est-ce que tu aimes bien écouter quand tu veux travailler, être inspiré, t'ambiancer. Ce serait quoi les 2 musiques que tu as choisies? Ah, mais c'est pas la même chose. Si je veux être concentrée, j'ai des musiques, tu vois, un peu relaxation, concentration, alpha, bêta, enfin, assez simple et pas de paroles. Si en revanche, je veux m'ambiancer et je veux être en mode 100% motivation, tout ça, ça va être un peu ça va être du hip-hop, genre Fat Joe, All the Way Up, ou Beyoncé. Ouais. Tu vois, des sons comme ça. Enfin, j'adore
le son, le beat, enfin et donc ouais, ça a tendance à me stimuler pas mal et d'ailleurs, dans la voiture aussi parce qu'il y a le moment où tu es en train de bosser et il y a l'amont et tout ça, je le travaille un peu de la même façon, quoi. Enfin, l'amont pour moi est limite des fois plus important que le moment où j'y suis parce OK. que tu vois, l'état d'esprit, tout ça, donc ouais, la musique est essentielle dans ma vie. OK et donc c'est essentiellement, des musiques, un peu urbaines, hip-hop qui te mettent dans un bon mood? Ce que je te Ouais, dans le bon mood où après j'écoute de tout, hein. Franchement, moi ça va du rock à de la pop, en passant par, de la salsa. Enfin vraiment j'écoute de tout, de la variété, mais maintenant à ta question, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui m'ambiance? C'est vrai que les sons hip-hop, ça fonctionne plutôt pas mal. Heu voilà, R&B, tout ça aussi, ça fonctionne bien. Ça m'aide, ouais, à me mettre dans les bonnes conditions et à me mettre le sourire, aux lèvres. Super, super. Merci pour ces informations, Catherine, qui nous en disent déjà un peu plus, à ton sujet. On est maintenant prêt à en savoir, davantage et pour ce faire, je vais laisser la parole à Clément, qui a quelques questions à te poser à propos de ton parcours et de qui tu es. Alors Catherine, on te connaît à La Réunion comme fondatrice de Zoal et on pourra revenir dessus dans un deuxième temps et aussi la présidente du COMEX 40 du MEDEF notamment. Mais moi, j'aimerais savoir déjà un petit peu plus, en connaître un petit peu plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Tu l'as dit en intro, tu es pas créole, donc tu es arrivé à La Réunion il y a quelques années. J'aimerais voilà, savoir c'est quoi globalement ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat et pourquoi tu t'es lancé. Eh ben, écoute, en fait, ça commence, effectivement il y a à peu près, 10 ans, non même 15 ans, parce que moi j'étais salariée pendant, ouais, 13 ans et en fait j'ai travaillé pour pas mal de start-up, notamment Viadeo. Alors, pour les plus vieux qui nous écoutent, ils connaissent sûrement parce que c'est un peu, c'était l'équivalent LinkedIn en fin de compte donc j'ai travaillé pour cette boîte-là. J'ai travaillé, aux US aussi, mais là c'était plutôt pour un grand, grand groupe et d'autres startups, dont certaines ne vous diront absolument rien dans le e-learning et cetera et sur mon dernier poste, juste avant d'arriver en fait, sur l'île, donc c'était il y a 4 ans maintenant, parce que je suis arrivée, ouais, en 2019. J'avais un poste, de, direction dans le marketing, la com, l'événementiel pour un énorme incubateur qui s'appelle Paris & Co, et qui joue aussi le rôle, d'agence de développement économique, de la ville de Paris et en fait, au sein de cet incubateur, tu as 1 000 startups dans tous les domaines, de Phoenix en passant par Too Good To Go. Enfin voilà, c'est des entrepreneurs que j'ai la chance de côtoyer, des Frédéric Mazzella avec Blablacar et cetera, avec une effervescence, de l'innovation, une émulation assez dingue et moi, j'étais de l'autre côté, en fait. J'étais celle qui était là pour les accompagner, en tant que gros, on va dire, méga incubateur et à la fois, je pense que ça a commencé, ça plus les autres expériences que j'ai pu avoir que ce soit chez Viadeo aux États-Unis ou même au sein de grands groupes, ça m'a donné en fait l'envie de créer ma propre boîte. Mais c'était un truc que je ne m'étais pas avoué. Voilà, souvent on me disait ah, mais tu devrais créer ta boîte parce que voilà, je me retrouvais à des postes où grosso modo j'étais amenée à poser ma vision, la stratégie, etc. Mais c'était voilà, dans des entreprises qui n'étaient pas les miennes. Et arrivée ici sur le territoire, donc moi je suis arrivée avec mari et enfant. Parce qu'on a proposé voilà, une mutation à mon mari. On est arrivé ici gaiement. J'avais cette parenthèse un peu dorée et à la base, je n'avais pas du tout envie de créer ma boîte, hein. J'étais en mode écrivain, pour tout vous dire. J'étais en train d'écrire un roman et puis quand tu passes d'un appartement parisien à une maison à La Réunion, ça nécessite de réfléchir en emménagement. Et j'ai commencé à chercher voilà, des meubles en magasin, mais aussi sur Le Bon Coin, à faire retaper. Et c'est là, en fait, que je suis arrivée dans ce côté entrepreneuriat, parce que j'ai des amis qui passent à la maison qui me disent: «Tiens, c'est marrant, ce fauteuil, la créole que tu as retapé, tu l'as acheté où?» Je te dis: «Bah non, je ne l'ai pas acheté, j'ai demandé à un ami artisan de le retaper.» Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Zoal a commencé à émerger dans ma tête. Avant qu'on revienne vraiment dans c'est quoi Zoal et en quoi ça consiste exactement, est-ce que tu peux nous dire ton parcours un peu académique en fait?
Alors moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bac ES, j'ai fait des études à la fois, j'ai fait de la macro et de la microéconomie, donc j'ai fait des études en sciences éco, si tu veux. Et puis de l'autre côté, j'ai un background très littéraire avec une licence en littérature des civilisations étrangères. Et puis, donc ça, j'ai fait ça, DUG licence, puis une sorte de réforme à ce moment-là, si je me souviens bien. J'ai fait une année en école de commerce. D'ailleurs, j'ai fait une année en prépa Hippocamp. Donc, tu vois, j'ai à la fois les deux cursus. Hein. Dans mon parcours, c'est à la fois une base très sciences éco, école de commerce, et une base très littéraire, parce que en fait, j'ai poursuivi deux cursus en même temps. Ne me demande pas pourquoi. C'était possible. Je suis peut-être un peu hyperactive et j'ai passé deux diplômes en même temps. Et puis, arrivée en master 2, je me suis spécialisée sur le volet communication des entreprises parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et voilà. Et donc, mon premier poste, ça n'a pas été forcément sur le volet commercial ou marketing. C'était plus un poste dans la com. Mais ça m'a permis de switcher de l'un à l'autre et de très vite accéder. C'est vrai, j'ai eu la chance d'accéder très vite à des postes où j'avais la possibilité de poser le plan d'action, la strat. Tu vois, je crois que je suis arrivée sur le marché du travail, je devais avoir 22, si je compte pas mes stages, je crois que mon premier poste, je devais avoir 24 ans. Et très vite, on m'a proposé des postes où je me suis retrouvée à manager des gens, ce qui ne veut pas dire que j'étais spécialement douée d'ailleurs, hein, mais j'ai toujours eu cette capacité à poser une vision et à aller quelque part et à finalement réussir à convaincre des gens d'avoir envie d'aller avec moi dans cette direction, même si ça faisait en plus parfois pas partie de ma fiche de poste. Ça, c'est un truc qui me caractérise assez bien. Sortir un peu des sentiers battus, ça a l'air effectivement d'être une caractéristique qu'on retrouve dans toutes tes expériences. Et justement, tu parlais je reviens sur qu'est-ce qui a fait le switch entre, tu vois, cette idée de je veux écrire un roman je lance ma boîte et je me lance dans l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai bien compris que tu avais cette idée-là qui était en toi depuis un moment, mais c'est quoi le déclic en fait? C'est une bonne question. En fait, ce qui s'est passé très concrètement, c'est que donc voilà, j'arrive ici, je suis en train d'écrire. J'en suis à ce moment-là, je sais pas, 9e chapitre ou quoi. Le Covid arrive en 2020. On avait des amis à ce moment-là à la maison et puis moi, en parallèle, j'avais commencé à me renseigner auprès de la CCI, enfin, tu vois, tous ces organes-là qui t'accompagnent dans la création d'entreprise, mais un peu à tâtons, rien de très sérieux. Je crois que j'avais même pas vu le village à ce moment-là, mais ouais, la CCI proposait un truc pour les personnes, notamment pour les femmes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je prends rendez-vous et puis elle me dit: «Alors dites-moi plus sur votre projet». J'avais dû faire une page recto verso pour expliquer un peu, tu vois, les genèses de Zoal, de ce qui était émergé, de ce qui avait émergé, pardon. Et en fait, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, en fait, je crois que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, en fait?» Parce que le Covid, j'avais des personnes à la maison, j'ai doucement ma créativité est partie aux oubliettes parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était tous enfermés chez nous avec la peur d'attraper cette maladie qui nous paraissait terrible. Mmh. Et donc sur ce volet bouquin, ça s'est un peu mis de côté parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un peu hyperactive, donc moi j'ai toujours besoin d'avoir plein de projets en même temps pour occuper un peu ma cervelle. Et puis voilà, commencé à émerger comme ça, comme les gens étaient captifs chez eux et que voilà, cette conseillère Cécile m'avait dit: «Bah, continuez à creuser». Bah, j'ai eu le temps d'avoir les gens au téléphone. Donc je m'étais fait une liste en fait de personnes à absolument rencontrer pour mieux connaître ce marché parce que moi à la base, j'y connaissais rien, en fait, que ce soit à la fabrication des produits, l'import, la céramique, enfin tous ces sujets qui sont un peu mon quotidien aujourd'hui. Et donc j'ai pris mon téléphone, puis j'ai commencé à appeler, voilà, toutes ces personnes, à la fois des artisans, des ébénistes, des céramistes, à la fois des experts du e-commerce. Je pense notamment à Thierry Calderon. Je prends un café avec lui, je prends un café avec des gens de Digital Réunion et en fait, voilà, tranquillement, je prends des informations et puis vient le moment où je me dis: «Bah, en fait, je lance une étude de marché parce que je fais appel à un cabinet de conseiller, un cabinet junior conseillé par la BPI. Et puis tranquillement, je me dis, bah, en fait, tant que tu ne te lances pas, tu ne sauras pas. Donc c'est super sur papier, ça
ça a l'air d'être chouette, mais à un moment donné, il va falloir que tu te lances. Et puis c'est venu comme ça, c'est bon, bah voilà, il faut se lancer. Puis j'ai déposé, tu vois, j'ai déposé les statuts tranquillement et voilà. Donc il y a pas eu un moment, tu vois, je vais pas te dire que je me suis levée un moment en me disant: «Ce sera ce matin». C'était plus un processus lent de se dire: «Bah, pourquoi pas, en fait?» C'est plus ça qui m'a amenée. «Bah, pourquoi pas? D'autres l'ont fait, pourquoi pas?» Bien souvent, c'est, tu vois, une réflexion qui date de très, très longtemps et qui grandit au fur et à mesure. Donc merci en tout cas pour ces éléments. Est-ce que tu peux, maintenant qu'on a compris, comment tu en es arrivé là, nous expliquer, bah, Zoal concrètement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors Zoal, en fait, c'est une marque de décoration. Comme je disais tout à l'heure, ça a commencé, avec, moi qui retape, des sièges qui fait retaper des sièges dans la maison, avec cette idée que, bah, quand je me baladais dans les magasins à la base, hein, parce que depuis ça a évolué, je trouvais pas forcément moi je m'attendais à tomber sur, notamment les fameuses chaises créoles, hein, les fameux, fauteuils créoles en canage, en rotin qui sont pour moi, issus du berceau de l'océan Indien. Je me suis dit: «S'il y a bien un endroit où je vais les trouver, c'est ici». Et donc j'avais entendu parler de Ravat et de Art déco et je me dis: «Bah ouais, je vais aller en magasin, je vais tomber dessus» et pas du tout, pas du tout. L'artisanat, local que je m'attendais à voir, qu'en plus on voit pas mal, hein, en métropole et en Occident, bah, voilà, il faut aller sur les marchés de l'éperon et cetera. Je me dis: «Mais comment ça se fait? On est sur la terre, d'origine de ces fauteuils. Le canage et le rotin, c'est de l'intemporel» et puis je me rends compte qu'en fait, bah, on fonctionne ici comme on fonctionne, dans pas mal d'endroits en métropole, bah, c'est très industrialisé et les artisans, bah, vivent, en parallèle, voilà, de leur côté et à partir de là, bah, je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas, créer une marque de décoration où je pourrais faire appel à ces artisans pour, faire les produits et puis après, bah, je les vendrai». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi je lance Zoal, bah, c'est pendant le covid, et en fait, à ce moment-là, je contacte la chambre des métiers de l'artisanat et sur la liste qu'ils me donnent, j'ai 75 sans déconner, j'ai 75 des artisans qui ont mis la clé sous la porte parce qu'avant le covid, il y avait eu la crise des gilets jaunes et encore une autre crise et en fait, beaucoup d'entre eux, en fait, n'ont pas réussi à tenir dans le temps, en manque de trésor et cetera, enfin tout ce qu'on imagine et du coup, personne n'est en capacité de réaliser là les collections que j'ai fait dessiner par mes potes parce que je suis pas toute seule. J'ai demandé à voilà, à des copines designers de produits de dessiner les collections, le logo, tout ça et personne n'est en capacité de les faire et je me dis: «Bah zut, bah déjà ça commence bien, ce projet de faire du local, c'est pas possible». Je me renseigne pour savoir comment font, les marques, bah, concurrentes, hein, du marché, Rouge Céladon, Terre Ambrée et cetera. Je me rends compte que beaucoup importent. Je me dis: «Mais tiens, il y a pas d'usine locale, d'ateliers locaux?» Je réalise que non, pas forcément. Donc je comprends déjà, tu vois, je commence à creuser, je comprends déjà toute la complexité, de faire en local et puis je comprends de l'autre côté, bah, voilà, qu'il y a des artisans qui font dans leur garage, avec des très petites quantités, qui vivent pas forcément de leur métier en plus, hein, parce que, quand je creuse, je me rends compte qu'il y a voilà, il y a 2 types de personas. Tu vas avoir des boîtes comme 24 HLM. Alors 24 HLM, c'est un artisan hyper connu, hein, il est là depuis, 40 ans, sur le marché. Il fait des fauteuils créoles absolument magnifiques. Vous pouvez les trouver, notamment à la villa, Fleurier, du groupe Caillé. Et à côté de ça, bah, vous en avez d'autres, bah, ils font ça, un peu par-ci par-là, mais ils en vivent pas. Et du coup, je commence à réfléchir, tu vois? Je commence à réfléchir à un business model où ce serait tenable, où, bah, on pourrait avoir des produits, à la fois d'artisans et à la fois des produits qui permettraient, bah, de tenir, hein, les coûts, les charges de toute une équipe. Donc je sais pas, là, allez, là, au moment où je vous en parle, je pense que j'ai trouvé une forme de solution. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis: «Bon, bah, voilà, il faut une marque de déco», donc ça va s'appeler Zoal, créée à partir du prénom de mes 2 filles, Zoé et Lila. Et puis, et à côté de ça, on va proposer donc à des artisans, bah, de venir vendre leur production sur le site parce que je trouvais ça trop dommage, en fait, qu'ils ne soient pas visibles ou visibles sur certains marchés dans l'année et qu'il y ait pas cette possibilité, pour des gens comme vous et moi de pouvoir y avoir accès, en ligne. Donc ça, c'était, le projet de base et de faire ça 100 en ligne parce que
de ma fraîche métropole, fraîchement de la capitale, je m'étais dit, je vais appliquer ce qui fonctionne super bien maintenant en métropole, c'est du e-commerce. Parce que, en plus, quand je fais mon petit benchmark, toute fière de moi, je constate qu'il y a très, très peu de sites de e-commerce avec, tu vois, les fiches descriptives, les 5-6 photos du produit qui te permettent de te projeter, que les gens passent par Facebook pour vendre leurs produits, que parfois tu n'as pas de transparence sur les prix. Donc, quand tu veux un prix, tu dois passer en DM avec le vendeur. Donc, je me dis, il y a carrément un truc à faire. Mais voilà, j'en dis pas plus pour le moment, mais voilà les genèses de Zwolle quand j'y pense en 2020. En tout cas, sur le papier, on voit qu'il y a quand même un terrain de jeu assez intéressant avec une problématique qui semble assez claire. Et là, quand tu expliques un peu ton parcours, non seulement moi, personnellement, je me suis reconnu dans tout ce que tu viens d'expliquer et tu parlais d'achat de meubles, mais on peut retrouver en fait cette problématique dans plein d'autres domaines, en tout cas à La Réunion. Et la solution du e-commerce, en fait, je pense que quand tu viens effectivement de Paris et que tu arrives à La Réunion, forcément, tu y as déjà pensé. Moi, j'ai déjà pensé à ça. Je pense que Franck aussi s'est déjà dit, tiens, il faut faire un e-commerce à La Réunion. Et donc, on entend là, dans ton explication, que ça ne s'est pas tout à fait finalement passé comme prévu et que cette solution de e-commerce qui te paraissait plutôt évidente, ne l'est peut-être pas. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Donc, quelle est la différence? Parce que là, tu nous disais, à l'époque, voilà comment je voyais Zoal. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui et pourquoi ça a évolué dans le sens que tu vas nous expliquer? Donc, ouais, je regarde le marché. Tu sais, tu fais ton beau business plan et donc tu extrapoles parce qu'en plus, tu as des chiffres sur la France, mais tu n'as pas forcément de chiffres sur la Réunion. Donc, j'essaie d'en trouver certains. Je fais des extrapolations. Il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, les ventes en ligne en 2021, ça, tu vois, juste dans le domaine de la déco, donc art de la table, linge de maison, petit mobilier, etc., ça représentait 1,3 milliard tu vois, de chiffre d'affaires uniquement en ligne, tu vois, selon la FEVAD. Donc, tu vois, je fais une extrapolation, tout ça, je me dis, bon, OK, il y a un marché, il y a de quoi faire. Tu vois, je regarde les chiffres d'affaires, effectivement, des différents concurrents, je me dis, OK, ça peut fonctionner. Sauf qu'il se passe plusieurs choses dans mon cas. La première, c'est que, mais ça, je l'avais anticipé à la base, c'est que n'étant pas connue, je sais que je vais avoir besoin d'un budget marketing et com, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un site de e-commerce et de s'attendre à ce que les gens, ça y est, j'ai mon site, que les gens viennent. Il faut prévoir tout un dispositif, toute une stratégie digitale. Je vous apprends rien pour faire venir les gens. Donc, je prévois effectivement tout un budget sur Google, Facebook Ads, Insta, Pinterest. Je me rends compte que c'est pas forcément hyper pertinent ici, mais tu vois, je prévois tout ça. Le Covid, en fait, les conséquences du Covid qui ont été directes pour moi, c'est que les produits, n'ayant pas pu les faire sur place, j'ai dû en emporter une grosse partie d'entre eux. Et les prix du fret ont juste explosé. Donc, le budget que moi j'avais prévu pour me faire connaître passe littéralement à la trappe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui passe à la trappe, c'est que quand tu as un site de e-commerce, je réalise qu'en fait, ton site de e-commerce, il n'est pas disponible 100% du temps. C'est-à-dire que tu as beaucoup de fois où tu as un client qui arrive sur ton site et pour une raison X ou Y, parce qu'il ne passe pas par tel explorateur, il a la version IE de je ne sais quelle, je ne sais quelle version de IE, etc. Et ton site, si tu n'as pas de maintenance informatique, ton site n'est pas toujours accessible. Et en fait, je vois des paniers, tu vois, je regarde et à des moments, j'ai une trentaine de paniers abandonnés parce que le tunnel, si tu veux, de conversion n'est pas optimal parce que sur telle ou telle page, il y a des bugs. Et j'avais plus de budget sur la maintenance informatique. Donc, tout ça combiné m'amène très rapidement à première année où je suis super contente parce que je commence à vendre parce que les produits que j'ai fait venir arrivent avec littéralement 4 mois de retard. Donc, je commence mon année, non pas janvier comme je l'avais prévu dans mon beau business plan, mais en avril. Et donc, d'avril à décembre, je regarde, je fais « Ah, punaise, j'ai vendu 850 produits. » Petite parenthèse, je ne savais pas conduire à l'époque et je devais m'occuper de ces livraisons-là. Donc, au début, j'étais en conduite supervisée. Voilà, je referme la parenthèse. J'ai eu mon permis entre-temps, mais voilà, pour que vous vous rendiez compte. Tu disais, Clément ?
Non, je te disais bravo. Merci. Et donc après ça, je réalise que, je me dis: «Bah, c'est cool en fait». Avril à décembre, 850 produits, on a réussi à se faire connaître, on a travaillé. J'ai plusieurs enseignements. C'est que le premier, c'est: «Ah OK, donc en fait, déjà j'ai pas spécialement besoin d'être tous Google». Je sais pas, vous me donnerez votre avis, mais ça fonctionnait pas hyper bien. Donc en fait, je mets tous mes efforts sur, principalement sur Facebook, et c'est vrai qu'en termes de retour sur investissement, c'était plutôt intéressant. Et à côté de ça, je me rends compte qu'effectivement, en termes de taux de conversion, tu vois, je regarde un peu les métriques dans le secteur. Dans le secteur de l'e-commerce, quand tu fonctionnes vraiment, vraiment très bien, tu as 3 de taux de conversion. Moi, au tout début, tu vois, je crois que au mieux, j'ai dû faire 1,75, mais sans, j'ai jamais, tu vois, été allée au-delà des 1,75 de taux de conversion. Et j'arrive donc fin 2021 en me disant: «Bon, bah, voilà, heu, ça a été compliqué, covid et cetera, mais 2022, ça y est là, c'est bon. Je vais avoir besoin de un peu de cash justement pour remettre un coup sur la com, une équipe pour m'aider parce que pour les livraisons, c'est pas forcément gérable, mais 2022, je vais exploser». Et 2022, j'ai, pendant 7 mois le site qui tombe, le site de e-commerce, qui tombe, en rade. Mais à côté de ça, je réalise aussi en fait qu'en fait le e-commerce ne fonctionne pas aussi bien que ça à La Réunion. Tu vois? J'échange, avec Ravat qui a développé notamment sa marketplace pays. Je me renseigne sur d'autres, effectivement, personnes qui ont lancé leur marketplace, la localerie, tout ça et cetera. Et en fait, tu vois, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux en vivre, ouais, tu vas faire quelques ventes et cetera, mais de croire que tu vas pouvoir rester sur du 100 en ligne, c'est juste pas possible. Et donc là, tu vois, je me dis: «Bon, bah, c'est simple, c'est soit en fait, j'arrête parce qu'entre-temps, bah, toi, tu as tout ton épuisement physique, hein. C'est-à-dire que tu as ton épuisement mental, ton épuisement physique, et tu te dis: «Bon, bah, est-ce que j'ai encore du jus? Est-ce que j'ai encore de l'énergie pour aller, tu vois, sur cette deuxième étape qui, bon, bah, est celle dont on a commencé à parler tout à l'heure? Ou est-ce que, bon, bah, voilà, j'ai testé le truc, ça fonctionne pas et cetera». Et en fait, voilà, c'est pour ça que je suis arrivée très rapidement très rapidement, en fait, pas si rapidement que ça, à me dire: «Bah, il faut que je développe le volet réseau de distribution, que j'aille sur du B2B». Pour vous donner un exemple, un panier moyen, moi, sur le site, il tournait autour de 65-70 € au niveau du particulier. Quand, tu fais en wholesale, alors pour ceux qui connaissent pas, quand tu es dans des réseaux de distribution, tu as différents modes. Tu as le mode retail ou tu as le mode wholesale, en gros, hein. Donc le wholesale, c'est en fait le distributeur qui va t'acheter ton stock. Donc tu gères, enfin voilà, tu travailles plutôt bien tes marges, et puis après tu vends au distributeur qui lui, en fait, possède ton stock. Ou alors tu es en mode retail, et à ce moment-là, bah, tu achètes du mètre carré, tu es toujours en possession, de tes produits t'appartiennent toujours, mais tu achètes du mètre carré. Et moi, clairement, 2022 ayant été, catastrophique, bah, je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais faire ça en mode wholesale, achat de stock». Je tente, le tout pour le tout, et c'est là que voilà, j'échange avec, notamment le groupe Ravat, en me disant: «Bah, ouais, je vais partir sur du réseau de distribution et en achat de stock». Et donc voilà, et donc là où tu es sur des paniers moyens entre 65 et 70 €, et bah, tu es sur des tickets à 10K quand tu passes en B2B. Et puis en parallèle de ça, je commence à avoir, tu vois, des commandes de métropole. Donc déjà, sorties de nulle part, parce que je me dis: «Ouais, c'est dingue», parce que moi, toutes mes communications étaient quand même 100 Réunion, en Facebook, vu que tu peux faire de la géoloc. Donc j'étais sur la Réunion, mais j'ai des gens qui passent commande de métropole. Et vient, la question des frais de livraison. Et à ce moment-là, c'est juste, tu vois, c'était, fin de l'année dernière, notamment pour Noël, que ce soit, DHL, La Poste, Colissimo, tout ce que tu veux. Les frais, en fait, les frais de transport éclatent le prix, tu vois, pour le particulier. Et je me dis: «Donc Mmh. c'est pas tenable, c'est juste pas tenable». Le développement du e-commerce dans ce volet-là, ça n'a pas de sens. C'est énormément de temps déjà, toi, pour préparer cette commande unique que tu vas envoyer, et puis espérer que derrière, de l'autre côté, le client va se dire: «Bah, ouais, potentiellement, les frais de transport représentent, tu vois, 50 de ma commande». C'est juste, enfin, tu vois, ça c'est juste,
déjà, je n'ose même pas le dire. Et puis, c'est juste impensable de se dire que tu as des gens qui vont aller là-dessus. Donc, très rapidement, j'arrive sur la deuxième étape de me dire, écoute, ma chérie, le réseau de distribution ici, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose, mais en métropole? Et dans ma réflexion, arrive ce volet où je me dis, il y a un truc à faire côté digital, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de devenir un business physique. L'idée, c'est pas d'acheter des boutiques, tu vois, de louer des boutiques, d'avoir des vendeurs, etc. Donc, j'ai pas envie de trahir l'idée première, parce que je crois qu'effectivement, il faut que ici, il y ait des choses mises en place pour nous permettre de développer le e-commerce. Mais je me dis, voilà, en attendant de partir sur ce côté digital où tu peux ramener, en fait, une fois que tu es en magasin, les gens sur ton site, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs de façon assez simple, des QR codes, demain, tu peux imaginer des tablettes, etc. Là, j'ai des clients, tu vois, qui ont commandé parce qu'ils m'ont vu en magasin, mais qui ont commandé sur le site. Donc, l'un fonctionne plutôt pas mal avec l'autre. Et de développer ces réseaux de distribution aussi en métropole. Et là, effectivement, réfléchir plutôt sur un positionnement haut de gamme et non plus moyenne gamme comme ça l'est ici, pour notamment négocier des marges qui vont pouvoir aussi mieux amortir, tu vois, les frais de transport. J'avais une petite question. Donc, on voit bien la démarche un peu, pas à pas, et cette période un peu de test aussi. Sur notamment la première année là, où tu as vendu 850 produits. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ton site, on voit qu'il y a des produits dans la mode et la beauté, le linge de maison, l'art de la table, les meubles aussi, évidemment. Est-ce que ce catalogue il était déjà aussi varié la première année, ou est-ce que c'est après que ça s'est amplifié? Merci pour la question, Franck. Effectivement, au début, c'était du 100% maison. Et c'est vrai qu'avec la réflexion, alors il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que j'ai eu des artisans en fait qui ne venaient pas de ce secteur-là, qui voulaient être sur le site, notamment de la mode. Et ça, c'était assez compliqué parce qu'aller chercher S, du XS, enfin voilà. Donc ça, pour le moment, mode, je l'ai mis de côté. Mais en fait, cette demande un peu accrue a fait que voilà, je me suis dit bon, pourquoi pas ouvrir. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai regardé aussi du côté du client, en fait, du client final, qui souhaitait lui aussi pouvoir acheter d'autres choses que dans l'univers de la maison. Donc, sur ce volet marketplace, c'est venu par rapport à tout simplement à une demande de marché. Je me suis dit, bon, voilà, c'est une opportunité comme une autre. À ce moment-là, ouvre et tu verras bien ce qui se passe. Maintenant, effectivement, tu ne marches pas de la même façon quand tu es sur un produit cosmétique que si tu vends un canapé. Voilà. Dans ton discours aussi, ça soulevait pour moi en fait une deuxième question. On voit que tu as voulu commencer sur du 100% digital pour finalement partir sur une solution un peu hybride avec de la vente en ligne et de la vente aussi en magasin. Tu disais en préambule que par tes expériences précédentes en tant que salarié, tu as pu côtoyer pas mal de startups, et donc avec différents business models. Et je voulais savoir s'il y avait peut-être quelques startups est-ce que tu es allé puiser cette inspiration-là, mix digital et présentiel? Est-ce que tu l'as puisé dans une ou deux startups que tu avais en tête, ou c'est quelque chose qui t'est apparu comme comment dire, comme une espèce de nécessité pour s'adapter à la spécificité du marché local à La Réunion? Alors là, j'ai pas en tête une start-up spécifique. Après, effectivement, pour avoir bossé notamment dans le milieu de l'organisation de salons, donc moi, à un moment donné, j'ai travaillé pour Comexposium. Et Comexposium, vous le connaissez parce que vous connaissez le salon de l'agriculture. Donc ça, Comexposium, c'est en fait la boîte qui organise ces énormes salons ou ailleurs en métropole. Donc tu vas voir Paris Games Week, Foire de Paris, Foire d'automne. Et j'ai bossé sur ces salons-là. Et en fait, ce qui est sympa dans ces salons-là, c'est que tu as énormément de retailers présents. Tu as énormément de marques. Je pense notamment à une startup qui s'appelle Celancy. Alors voilà, tu vois, ça me revient. Celancy qui, eux, proposent de la seconde main dans l'univers de la maison. Et en fait, ils ont un site où c'est une sorte de Le Bon Coin, mais spécialisé pour les accessoires de maison et
etc. Et c'est vrai que l'inspiration, je pense, on est tous inspirés par quelque chose ou quoi, mais je pense que ça a dû venir de là. C'est que j'ai vu effectivement comme tu disais, tu vois, cette complémentarité du digital avec la présence physique, avec le développement du retail, parce que notamment ici, tu as forcément, tu vois, des freins. Il y a deux choses qui se passent. C'est que tu as des freins à l'achat assez naturels. Typiquement, dans l'étude de marché, ce qui était ressorti, c'est que tu avais des gens qui avaient un peu du mal à mettre leur carte bleue en ligne. Ça, c'était vrai en métropole il y a 15 ans, c'est encore une réalité aujourd'hui. Même si, tu vois, on arrive à avoir des commandes, j'ai une commande à 400 €. Donc, tu as des gens aussi qui y vont, mais bon, c'est sur un certain type de persona. Je ne prends pas l'argent en espèces, etc. Mais tu as encore des gens qui te donnent des chèques, tu vois, la livraison. Donc, tu as ce sujet-là. Et puis, tu as aussi le fait qu'on est sur des marchés hyper saturés. Et donc, la présence en physique te permet, tu vois, d'augmenter ta visibilité. Quand tu réfléchis, quand je vous parlais tout à l'heure des Facebook Ads et autres, vous connaissez le système, on est sur de la surenchère, en fait. Donc, pour que ta pub soit vue, tu dois être prêt à avoir des budgets exponentiels. Donc, je mets de côté, effectivement, référencement naturel, etc. Bien évidemment, à travailler en parallèle. Je dis bien évidemment, mais je ne les travaille pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, la présence en physique, un peu comme quand tu passes, tu vois, en prime time à la télé, il y a ce pouvoir de la présence physique, la marque est réelle, tu as un degré de confiance supplémentaire qui, comme je le disais tout à l'heure, n'amène pas forcément les gens à se dire je vais prendre un magasin, mais ils vont en magasin et puis ils se disent après, ok, je peux passer par le site. Voilà. Donc oui, je pense que d'une certaine façon, j'ai largement été influencée par ce qui se faisait en métropole, mais si j'arrive à pousser ce côté, tu vois, retailer, avec les retailers, moi j'aimerais bien pousser vraiment ce volet digital, comme je le disais tout à l'heure, avec, tu vois, la possibilité limite en magasin et de commander en magasin, mais sans forcément passer par la caisse, mais en commandant en ligne, en étant en magasin. Je pense notamment à certains produits où acheter un canapé quand tu t'es pas assis dessus. Alors aujourd'hui, je vends pas de canapé, donc il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie sur des petits produits dans un premier temps. Mais demain, on peut imaginer ça, tu vois, sur ce type de produit où tu as besoin d'aller le tester, tu as besoin d'aller le toucher pour pouvoir l'acheter. Et je pense notamment, dernier point, l'histoire de Made.com. Vous savez que ça s'est terminé, mais Made.com, c'est effectivement une start-up qui proposait du 100% en ligne et qui après avait ce qu'on appelle un showroom où en fait vous pouviez commander mais directement en ligne. Donc ça aussi, ça fait partie des modèles qui étaient intéressants. Bon, après Made.com, là, je crois, c'est cassé la figure pour d'autres raisons. Mais oui, c'est des modèles qui sont assez courants. Et c'est l'évolution un peu naturelle aussi du digital. Tout à fait, le modèle un peu de Web to Store dont tu parles, effectivement, ça apporte des réponses complémentaires, c'est le mot que tu avais employé aussi. Et en fait, je te posais la question parce que quand on t'écoute, ça a l'air très naturel. Tu vois, tu dis, il y avait je sais pas, telle problématique qui s'est posée, du coup, j'ai rebondi en faisant ça. Ensuite, il s'est passé ça comme problème et j'ai fait ça. Mais en fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'en fait, ça aurait pu être des raisons d'échec. Par exemple, quand tu te rends compte que tu as plus de 30 paniers qui ont été, enfin des paniers PRC, quoi, qui aboutissent pas, et que c'est dû au fait que le site qui est déjà en place, il n'est pas encore suffisamment robuste ou optimisé, et tu n'as pas forcément la main dessus, donc tu peux pas travailler ce pilier-là. Aujourd'hui, tout repose là-dessus. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher d'autres manières de faire, d'autres manières de distribuer. Et donc, toi, tu as choisi à un moment donné, de partir sur la distribution physique. Et là aussi, tu nous dis de manière très naturelle. Du coup, j'ai rencontré les groupes à La Réunion, Ravat, Air Déco, tout ça. On est passé un petit peu vite là-dessus. Je voudrais savoir, quand on est jeune entrepreneur,
à La Réunion et qu'on souhaite pouvoir se rapprocher un peu des grands groupes qui sont établis, qui sont en place. Comment on fait? Est-ce que c'est de la méthodologie? Est-ce que c'est du réseau? Est-ce que c'est un peu des deux? Eh ben, écoute, je riais, Franck, parce que je trouve que ta question, elle est hyper smart parce que, ouais, je ris. C'était loin d'être facile. C'était loin d'être facile. Et là, je vais revenir sur des qualités entrepreneuriales, des basiques qui font qu'à un moment donné, tu te retrouves, alors, pour ceux qui connaissent, un peu en mode sprint où tu te dis, bon, bah voilà, soit j'arrête, soit je fais un peu mon brainstorm. Hein. Si je caricature, sprint, c'est un peu plus poussé que ça. Mais ça te permet quand même d'aller trouver des solutions. Et là, clairement, tu vas chercher pour moi, c'est un peu le boulot de l'entrepreneur. C'est que des obstacles, tu en as juste tout le long du chemin. Et ton boulot à toi, c'est que tu es peut-être un peu plus persévérant, un peu plus obstiné que les autres pour avoir envie de trouver des solutions. Donc après, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si Oui. c'est un truc que j'aurai comme ça tout au long du chemin. Mais ce qui est vrai, c'est que non, ça n'a absolument pas été facile. Ça a nécessité, donc oui, de réfléchir, tiens, comment je peux faire autrement, de lever aussi des croyances limitantes parce que tu commences très vite à vouloir te coller une étiquette d'échec, donc je suis nulle, donc je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas ma place et ça, clairement, j'ai énormément travaillé dessus. Donc, je travaille en parallèle, je le dis assez souvent dans mes posts LinkedIn, etc., sur mon état d'esprit comme un muscle parce que je sais à quel point ça peut t'empêcher de signer un deal, ça peut t'empêcher de rencontrer les bonnes personnes. Et à l'inverse, quand ton état d'esprit, il est là et que tu peux saisir les opportunités, en fait. C'est quelque chose qu'on a trop tendance, je trouve, moi, à mettre de côté. Mais quand tu travailles sur toi, en parallèle du boulot que tu fais, je dirais, hyper opérationnel dans ta boîte, tu les vois, les opportunités, et tu les déclenches. Donc après, moi, bien sûr, il faut une part de chance, mais je pense aussi que c'est parce que j'ai pu rencontrer Ravat, etc., parce que j'ai réussi à factuellement, pour tout vous dire, Zuber, je l'ai croisé, enfin je l'ai rencontré grâce à une mise en relation d'une autre personne qui m'avait croisé sous d'autres étiquettes et qui avait trouvé le pitch de Zwali hyper intéressant et qui m'avait proposé d'aller déjeuner. Et de là, qui a voulu m'aider. Et ça s'est fait comme ça. Donc, pour répondre à ta question ensuite sur le volet, est-ce que c'est un peu de réseau? Est-ce que c'est… Eh ben, clairement, oui, il y a du réseau, mais il y a aussi une part active. Moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans, quand je vous disais que je ne suis pas créole, je ne suis pas réunionnaise, je ne connaissais personne. Donc, rendez-vous compte, j'arrive à 4 ans, il y a 4 ans, sur une île où je ne sais pas conduire, je ne connais personne. J'ai 2 filles, dont une en bas âge que je garde toute la journée, parce que le volet entrepreneuriat au féminin, c'est aussi ça, surtout quand on est maman. C'est pas des journées de travail où j'entends des fois, ouais, moi, je donne, sur mes 24 heures, je donne 18 heures de mes heures à mon boulot. Moi, je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et donc, j'arrive il y a 4 ans, je connais personne. Je n'ai pas mon permis. Donc, tout ça, ça a été un travail de persévérance et de résilience pour notamment aller à certains rendez-vous, parce que ce que j'ai découvert, c'est une émulation et tout un tas d'événements entrepreneuriaux créés sur l'île qui étaient juste dingues. Donc concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment créer un réseau, je crois que toutes les semaines, il y a un événement. Enfin, moi, toutes les semaines, je suis conviée, où je reçois des invitations, où je vois des invitations pour des événements sur l'île. Donc franchement, il y a zéro excuse, que ce soit d'ailleurs dans le nord, dans l'ouest ou dans le sud. Donc ça m'a permis de créer ce réseau-là. Et puis effectivement, au fur et à mesure, qu'on me fasse qu'on me fasse des propositions, qu'on me permette aussi, moi, de résoudre certains problèmes sur lesquels je me suis retrouvée à buter un certain temps. Et effectivement, de pouvoir rencontrer des grands groupes comme Ravat, Cahiers ou autres, que je n'aurais certainement pas pu rencontrer. Et ça, je tiens aussi à le dire, il y a 4 ans. Parce qu'en fait, ce qui m'a amené aussi à ça, c'est parce qu'entre-temps, je suis en mode test and learn. Je suis en mode, je teste un truc, tiens, ça fonctionne pas, tiens,
tiens, je teste A, puis après je teste B, puis je teste C. Et pendant tout ce temps, tu es en train de faire, tu vois, tu crées en fait les conditions pour aller à l'étape suivante. Je ne suis pas certaine aujourd'hui que si le site il avait fonctionné à 100% ou quoi, je serais allée sur du réseau de distrib, sachant pour autant que j'aurais peut-être pu te dire, bah ouais, mais en fait, mon panier moyen il est à 65, je suis toujours pas dans les clous. Mais tu vois, je sais même pas si c'est quelque chose qui m'aurait traversé l'esprit à ce moment-là. Donc quelque part, de l'échec. Moi, je parle pas en échec. Franchement, je sais, ça peut paraître un peu bateau, mais je vois pas l'échec. Je me dis, il y a un apprentissage et c'est un processus. Je ne considère, quand bien même demain, je vous dirais, Zoual, c'est terminé. Ça m'a tellement apporté parce que déjà, je pense que je repartirai sur un projet entrepreneurial, ça c'est certain, d'une façon ou d'une autre. Et puis, ça a développé énormément de choses, hein, que ce soit d'un point de vue pro, comme perso, comme, tu vois, d'un point de vue mental, que je repars. Moi, je me sens hyper grandie, en fait, par cette aventure, par ce projet. Ça s'entend et tu as employé le mot de test and learn. Et effectivement, quand la manière dont tu racontes ton parcours, on sent bien qu'il y a ce positionnement, cet état d'esprit de se dire je vais tester des choses et voir où ça mène. Et puis et j'aime bien aussi le recul que tu prends sur le fait de se dire bah, mon site e-commerce avait des difficultés, donc je suis parti sur autre chose. Et de se dire, bah, en fait, peut-être que si mon site avait fonctionné, bah, je ne serais pas allé sur d'autres produits, je n'aurais pas fait peut-être de meilleures marges, je n'aurais pas fait autre chose. Donc, je pense que c'est une prise de recul qui est intéressante. Et tous ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à avoir ce positionnement-là un peu en recul. Clément, est-ce que tu avais encore quelques questions à propos de Zoal? Ouais, moi j'avais une dernière question qui est plus générale, mais tu parles beaucoup d'état d'esprit là, dans tout ce que tu viens de dire. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ton parcours, c'est que tu entreprends seul en fait. On le sait, tu vois, que entreprendre seul, c'est aussi un risque en tant qu'entrepreneur, parce que voilà, les statistiques le montrent, et je trouve que malgré tout, tu arrives à avoir cet état d'esprit de persévérance, de battant de ça. Moi, c'est quelque chose que je sais que j'aurais jamais pu faire si j'étais tout seul. Euh, Comment toi, tu arrives à aborder cet aspect de l'entrepreneuriat en étant seul, mais malgré tout, on le voit, tu arrives à très bien t'entourer. Comment voilà, tu arrives à concilier ces deux choses-là et à y aller, tu vois, à l'inverse des statistiques qui montrent que bah, généralement, quand on entreprend seul, c'est un peu plus compliqué qu'à plusieurs. Alors, tu as sûrement raison, hein. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, n'ayant pas entrepris avec d'autres, peut-être que ce sera encore plus facile pour moi. Et d'ailleurs, j'aimerais tendre vers ça, hein. Ouvrir demain, si je pouvais, tu vois, le capital et faire rentrer des gens. Donc, je vais voir là, ce qu'il est possible de faire. Parce que des fois, effectivement, c'est un peu dur. Maintenant, entreprendre seul, c'était pas un choix. C'est-à-dire qu'au début, ce que tu dis, je m'y retrouve aussi complètement. J'avais proposé, moi, à une personne de me rejoindre et finalement, avec tout ce qui s'est produit, Covid, etc., elle a décidé dans un premier temps d'aller à Mayotte, puis arriver sur l'île et finalement n'avait pas la possibilité d'investir dans le projet qu'on avait réfléchi, que je lui avais présenté une année avant. Donc, si tu veux, ça s'est fait un peu par la force des choses. C'est que je me sentais absolument pas d'y aller seule. J'avais la trouille. Et je me disais d'ailleurs, bon, bah, si personne n'y va avec moi, j'y vais pas. Et en fin de compte, dans ce processus que je décrivais au tout début de notre échange, où je vous disais, bah voilà, moi j'ai commencé à échanger avec un tel, et bah, la perception de se dire, bah tiens, pourquoi pas, elle a commencé à se mettre en place tout en comprenant qu'il fallait que j'ai un soutien éternel et immense de mon entourage. Enfin, tu vois, mon premier cercle. C'est-à-dire que tout ce que je vous raconte là, c'est juste pas possible si j'ai pas un super mari qui est avec moi et qui fait 50% des tâches du quotidien avec moi.
parce que la charge mentale, elle est trop importante. Donc ça tenait pas. Je me permets de le dire parce qu'en tant que entrepreneur femme, surtout quand on est maman, il y a une réalité aussi qui est là. La deuxième chose, c'est que je comprends aussi que j'ai tout un travail à faire sur moi, sur mes émotions, parce que clairement, c'est assez bête, hein, mais tu vas en rendez-vous, t'as pas le mojo, il se passe rien. Et je l'ai vécu, hein. J'ai vécu les échanges et les négociations où premier rendez-vous, c'est pas ça parce que t'es pas au top. Et puis le deuxième, ça va un peu mieux. Et puis tu vois, donc clairement, je comprends ce que je vous disais tout à l'heure sur l'état d'esprit, que c'est un muscle que je dois travailler avec autant d'importance que le temps que je consacre. Parce que je gagne du temps, en fait, quand je travaille moi là-dessus, sur mon business, je me tape des bouquins de 700 pages sur la chaîne de production, où je prends le temps d'échanger avec telle et telle personne, qu'elle m'explique comme si j'avais 10 ans comment ça fonctionne, parce que moi, je n'y connaissais encore une fois absolument rien. Tiens, comment ça se passe pour faire venir les produits, les Incoterms, etc. C'est que je me mets aussi dans une démarche apprenante continue, et je suis quand même assez indulgente aussi avec moi. Je suis capable de me dire, bon, voilà, là, tu as fait de ton mieux. Mais voilà, c'était pas un choix de départ, Clément. Ça s'est fait un peu par la force des choses. Et puis, il y a une partie de moi où je me suis dit, en fait, comme disent les Américains, I'm enough. Donc, tiens, tente-le. Voilà, j'en tirerai les conclusions après, mais c'était pas une décision réfléchie. Après, je me suis plutôt dit, mais tiens, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêcherait finalement de commencer seule, en tout cas? Voilà. Bon, en tout cas, on a retenu que la porte était ouverte, donc le message est passé. Alors, Catherine, tu nous as parlé de l'importance d'être bien entouré et de se créer du réseau, surtout quand, comme toi, on part un peu de zéro sur ce sujet. Comme je le disais en introduction de l'épisode, on te connaît effectivement à La Réunion pour être fondatrice de Zoal, mais aussi maintenant pour être la présidente du COMEX 40 du MEDEF. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire comment t'en es arrivé, toi, à prendre la tête de ce COMEX 40 et qu'est-ce que ça représente pour toi à la fois sur l'engagement, sur le développement économique de l'île, puisque je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, et aussi quel est le lien avec ton activité, notamment avec Zoal. En fait, c'est parti d'une envie de contribuer. Parce que justement, j'arrive, tu vois, je connais pas le territoire, je connais pas ses spécificités, ses problématiques, etc. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais contribuer, comment est-ce que je pourrais aider? Et à la base, en fait, je contacte un réseau féminin qui s'appelle EFOI pour voir voilà, s'ils ont besoin d'un coup de main dans leur organisation, etc. Et elles ne me répondent pas. Et suite à ça, donc, comme j'avais ce projet entrepreneurial, tu vois, je fais un peu le tour des organisations patronales, syndicales, etc. Et puis voilà, je me retrouve à échanger avec une personne du MEDEF Réunion. Et notamment, à la base, lui avait un programme, il était président d'un programme pour justement des entreprises qui se lancent et qui ont besoin d'informations. Donc, on s'est retrouvés un soir, voilà, et j'ai partagé mon projet, et puis j'ai rencontré tout un tas de gens. Et puis, très vite, j'ai commencé à avoir des idées, tu vois, sur ce qui pourrait être intéressant de faire sur le territoire, parce que c'est un peu ma vision au quotidien, c'est que moi, je trouve que je suis quelqu'un qui a énormément de chance. La vie, elle me sourit tout le temps, et c'est vraiment, c'est mon leitmotiv à moi, et c'est ma façon de vivre à moi, c'est comment je peux aider. Donc, quand bien même, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je suis un peu hyperactive, il y a des choses sur lesquelles je vais très, très vite. Donc, ça me permet de dégager du temps pour d'autres choses. Donc, je dis au MEDEF, voilà, moi, j'ai telles et telles idées sur le territoire. J'avais travaillé notamment sur l'attractivité de Paris avec les équipes d'Anne Hidalgo. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus ici. Je trouve que La Réunion, voilà, est hyper bien perçue comme une terre touristique, parce que l'Office du tourisme et ses équipes ont fait un magnifique travail sur, tu vois, ce projet L'île intense, etc. Mais maintenant, quand on commence à parler
business, entrepreneuriat, terre d'innovation. Moi, tu vois, j'ai été scotchée par tout ce que je vois, je constate là depuis 4 ans ici sur le territoire, et personne ne le sait. Personne ne le sait, et personne nous situe sur la carte. Et ce qui est dingue, c'est que on pourrait être le hub de l'océan Indien, et pourtant, pourquoi ça ne se met pas en place? Donc moi, j'ai commencé à travailler là-dessus avec le MEDEF. Et puis l'idée au début, c'était peut-être de m'intégrer dans une commission et de voir ce qui était possible de faire. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de commission, parce que ça peut faire un peu bateau ce que je dis, mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que je ne rentre pas dans des cases. C'est que tu vois, quand je pense à un truc, tu vois, ça. Et donc, très rapidement, ils m'ont invité à déjeuner, on a papoté, et puis ils m'ont dit, bah voilà, il y a ce COMEX 40 qui est une initiative nationale. Et en fait, chaque territoire peut le reproduire. Et l'idée, ce serait que peut-être, pourquoi pas, tu pourrais l'animer et en prendre la présidence. Est-ce que ça t'intéresserait? Et ça tombait bien parce que le COMEX 40, l'idée, c'est de réfléchir en fait les enjeux du territoire, notamment pour les entreprises, hein, parce que les entreprises façonnent le territoire, donc elles sont vraiment un élément essentiel. Et la formation des chefs d'entreprise en fait, à comprendre quelles sont la clé des enjeux environnementaux, sociétaux, tout ce que tu veux de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est essentiel. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal ça pour moi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis en fait, le lien avec Zwolle, il est assez évident pour moi, c'est que c'est ce volet contribution en fait, hein. Quand je parlais tout à l'heure des artisans, c'est pas un truc que je te sors du chapeau, c'est que voilà, quand je vois qu'il y a un truc à faire et que ça peut être à ma portée, je me dis, bah tiens, pourquoi pas? C'est toujours ce qui m'anime moi, c'est pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je tenterais pas? Je suis pas sûre à 100% que je vais y arriver. Et puis d'ailleurs, c'est pas ce qui m'anime, c'est le fait d'essayer. Donc moi, je suis vraiment dans le processus, tu vois, le parcours, le fait de tester des choses. Et puis en plus, ce qui est assez chouette, c'est que souvent, j'arrive à un résultat qui est assez chouette. Et puis des fois, bah, si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'aurais toujours appris, quoi. Donc voilà comment je mène un peu tous mes projets, et ce qui m'amène à présenter à chaque fois des idées qui me sortent du chapeau, mais qui ne sont pas forcément dans ma ligne ou là où on m'attend. Tu vois, typiquement le sujet de série entrepreneuriale là, pour le COMEX 40, mais parce que je me dis, tiens, ça peut être intéressant, et voilà, et on peut le porter à plusieurs. On sent beaucoup de sincérité dans tout ce que tu dis, et c'est agréable à entendre parce que on le voit, hein, tu fais des choses qui ont quand même un vrai impact, qui ont une belle visibilité, et on sent que tu le fais avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme. Et donc, ça nous fait plaisir aussi de voir ce type d'entrepreneur, ce type de projet à La Réunion, parce que on pense vraiment que c'est comme ça qu'on va, nous, en tout cas, tous ensemble, contribuer au développement de l'île. Et ce podcast est aussi quelque chose qu'on souhaite, nous, apporter et dans ce sens. Donc, merci pour tous ces éléments. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, comme on a l'habitude de le commencer par un portrait créole, on a aussi l'habitude de le finir par des questions très rapides. Et la règle du jeu, Catherine, c'est d'y répondre de manière assez concise, en quelques phrases. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Allez, c'est parti. Donc, la première question, c'est pendant tout ce parcours entrepreneurial, quelle a été ta plus grosse galère et comment tu l'as surmontée? De faire, je ne sais pas si c'est ma plus grosse, mais de faire venir mes produits ici à La Réunion, et j'ai réussi à surmonter tout ça en fait en apprenant un peu plus sur le système, en fait, sur le processus. Parce que des fois, c'est pas plus bête que ça, c'est que quand tu connais en fait les textes de loi ou la réglementation, où tu sais comment les choses fonctionnent, bah, tu peux mieux agir dessus. Ok. Jusqu'à maintenant, quelle a été ta plus grande fierté sur tout ton parcours? Ma plus grande fierté, bah, c'est quand même voilà, petite marque pas connue, parce que ça a été un boulot énorme, hein, en termes de référence, code barre, enfin, je ne sais pas si les gens réalisent, mais de pouvoir être dans un magasin, enfin, dans 3 magasins sur l'île, c'est ma grande réussite. Je trouve que voilà, partie de rien, d'avoir réussi à faire ça, c'est quand même plutôt chouette. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu ferais différemment si tu recommencerais là, à entreprendre de zéro?
Ce que je ferais différemment, c'est que je prendrais des investisseurs dès le début. Je pense que je pitcherais sur mes 10 slides, les 10 slides que j'avais à l'époque. Et je prendrais, et je pense que je partirais tout de suite sur ce volet hybride Figital dont on s'est parlé. Ok. Et pour terminer, donc ce sera ma dernière question. À ton avis, c'est quoi la qualité essentielle à un bon entrepreneur? Je pense que vous le dites à chaque fois, mais la persévérance. Il y en a tellement, mais moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui qui est capable de se prendre 1000 noms dans la tête et qui sait que il faut juste un oui pour aller sur la suite. Donc, il est capable de se les prendre, les noms dans la tête. Tu vois? C'est clair. Eh ben, écoute, merci Catherine pour cet épisode, pour cet échange, pour ta bonne humeur, comme d'habitude. Et on espère te retrouver très vite sur l'entrepreneuriat. On espère voir Zoal, les produits Zoal partout à La Réunion. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci Franck. Au revoir. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.